Bonsoir, 18h dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales et à Ziguinchor. Bienvenue à Sud du Soir. La cessation des opérations de ratissage de l'armée dans l'arrondissement de Niassia à Ziguinchor, principale revendication du MFDC. Plusieurs factions de l'aile politique du mouvement étaient en conclave ce lundi dans la capitale sud. Ouverture du 6e Forum international sur la finance islamique. Les débats tournent autour de Malaisie et Afrique de l'Ouest, bâtir le pont de l'économie islamique. Vous aurez droit au compte-rendu de Aïssatou Gueiba. Sur l'international, la réduction du train de vie de l'État et la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de paix. Entre autres promesses du nouveau président de transition malien, Assimi Goïta, a prêté serment ce lundi alors que l'OMS invite les labos à partager 50% de leurs vaccins avec COVAX. En sport, homologation du stade de la Dior de Thiès pour les éliminatoires du mondial. Le président de la Fédération sénégalaise de football optimiste, Maître Augustin Senghor, rame à contre-courant des Lions qui se sont offusqués de l'état de la pelouse. Réaction à suivre dans cette édition. Info Eco complète cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Sud Soir. Bonsoir et bienvenue à Sud du Soir. Je vous le disais en titre, après les opérations de ratissage que l'armée mène dans l'arrondissement de Niassia, le MFDC réclame l'arrêt de ces opérations qui l'assimilent à une guerre. Différentes factions de l'aile politique du mouvement se sont réunies à Ziguinchor ce lundi. C'est pour demander l'arrêt des combats ponctués par des bombardements de bases rebelles dans la zone, nous dit Ignace Ndeye. Ça a tout l'air d'un cessez-le-feu réclamé par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance après les opérations de ratissage que l'armée mène depuis dans l'arrondissement de Niassia. Réunis ce matin à Mangakouro, dans la banlieue de Ziguinchor, différentes ailes politiques réclament un arrêt immédiat de ces opérations. Le MFDC assimile ces opérations de ratissage à une guerre enclenchée par l'armée. Et ça, le responsable de la section Mangakouro, Edmond Bora, l'a fait savoir. De sécurisation, ok, c'est leur slogan, mais c'est la guerre. De toute façon, sécurisation pour tuer des gens. Là, c'est là où le bas blesse. Parce que nous ne pouvons pas prôner la paix et que les autres continuent de faire la guerre. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, je ne suis pas dans leur tête pour savoir pourquoi ils veulent faire la guerre. Mais elle ne s'explique pas du tout, la guerre là. Et oui, s'ils le peuvent et s'ils le veulent, ils n'ont qu'à cesser les opérations parce que... Privilégier la table de négociation et non le langage des armes, c'est ce que prônent les responsables du MFDC. Ils n'ont qu'à cesser les opérations parce que nous, depuis longtemps, nous sommes dans la dynamique de chercher la paix. Vous voyez bien, aujourd'hui, nous rencontrons ici presque tous les groupes du MFDC qui sont disparates. Les uns à Bignona, à Oussouy et même à Kolda. Aujourd'hui, c'est la grande retrouvaille. Nous sommes en train de nous retrouver pour voir comment être ensemble pour nous réunir avec le gouvernement du Sénégal afin au moins de privilégier au moins la négociation que de faire la guerre. Une sortie des responsables de l'aile politique du MFDC qui survient au moment où l'armée continue de mener ses opérations de ratissage et de sécurisation dans l'arrondissement de Niassia. L'armée qui pilonne les bases rebelles de Kassolol du chef rebelle César Atoute Badiate. Une situation qui indispose les responsables du mouvement irrédentiste qui, sur fond d'appel, réclament l'arrêt des opérations. Que ça cesse rapidement. On a souvent lancé cet appel au président de la République. Mais il ne nous écoute pas. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Sud FM. Et nous parlons du 6e Forum international sur la finance islamique qui s'est ouvert ce lundi à Dakar. Le thème de ce forum est Malaisie, Afrique de l'Ouest, bâtir le pont de l'économie islamique. Ce forum va permettre aux pays d'Afrique de saisir les opportunités offertes par l'expertise malaisienne dans la promotion de la microfinance islamique. Aïssatou Gueiba a assisté à la cérémonie d'ouverture compte rendu. L'expérience de plus de 30 ans de la Malaisie dans les secteurs les plus pointus de l'économie de la finance islamique inspire le Sénégal et les pays d'Afrique de l'Ouest. Halal, une expérience, des échanges entre acteurs, experts qui a permis de voir les potentialités énormes pour le développement du Sénégal. Mohamedou Lamine Baké, directeur général Institut africain finance islamique. Donc l'objectif numéro 1 c'est de développer l'industrie financière islamique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, mais aussi élargir
élargir cela à l'économie islamique en incluant le secteur du business halal, du waqf et de la fintech islamique et en utilisant le Sénégal comme un hub et pour développer ça à travers la sous-région. Et si l'on sait déjà comment se porte la microfinance islamique au Sénégal? Elle se porte bien, il y a une très forte demande, il y a un taux de croissance énorme, mais comme on l'a dit dans le discours, le potentiel est énorme parce qu'on parle d'un business de plus de 4 000 milliards et dont l'Afrique de l'Ouest ne détient que pas plus de 5%. Donc ça marche, mais il y a beaucoup à faire et il y a une très forte demande qu'il faut satisfaire. Un cadre de réflexion qui pousse les religieux, notamment par le biais de leur porte-parole Serigne Kosso Mbacké, fils aîné khalife général des Mourides, a listé les prochaines résolutions à prendre, à savoir lancer le plaidoyer pour une bourse de formation de la microfinance islamique octroyée au Dara. Serigne Mboup, président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et de l'agriculture, y adhère parfaitement. On va considérer comme entreprise, c'est pas des Dara, c'est des entreprises d'éducation. Yo xamné ni sax danaka ñi ko créé won mag ñi bu ñëk dañ daan am Dara ñuy liggéey di jàng di liggéey. Je pense que loolu réforme yooyu lañ ci war a gën a def boole ko jàppale leen pour que au moins ñoom ñu mën a liggéey luñ dundal seen bopp. Un plaidoyer que le ministre des Finances et du Budget s'est engagé à transmettre au chef de l'État, Abdoulaye Daouda Diallo. am nañ jot ko président effectivement dina liggéey ci wàllu octroi bourse yi nga xam ne dañ ko sakko léegi pour ñu yónni xale yi jàngi maanaam les préceptes de la finance islamique. Rappelons que lors de la première résolution du forum de 2010, le Sénégal avait émis des soucoupes pour un montant de 350 milliards d'investissements directs. Cette année, l'innovation reste l'économie islamique. Merci à Aïssatou Gueiba qui a assisté à la cérémonie d'ouverture du 6e Forum international sur la finance islamique qui porte sur le thème Malaisie, Afrique de l'Ouest, bâtir le pont de l'économie islamique. Ce forum se poursuit et sera clôturé demain. Litige foncier à Dougar, le référé des populations contre pick-up pour l'arrêt des travaux prévus ce lundi a été reporté. Le procès renvoyé au 21 juin pour plaidoirie. Les habitants, donc les Dougarois, ont déposé une plainte pour l'arrêt des travaux sur le site litigieux de 74 hectares. Une marche pacifique avait mobilisé hier à Dougar les habitants et certains mouvements citoyens comme Y'en a marre et France Frappe Dégage. Célébration ce 7 juin de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Occasion pour parler des techniques de désinfection des aliments, notamment des fruits et légumes. C'est donc avec le diététicien Djibi Samb. Il s'en explique au micro de Marie-Rosalie. Pour cette journée internationale de lutte contre l'insécurité sanitaire des aliments, je pense que c'est l'occasion nous sera permis de vraiment parler du lavage des aliments, certes les légumes et fruits, parce que c'est très important parce que beaucoup de Sénégalais utilisent l'eau de javel comme moyen de désinfection et je pense que ce n'est pas l'idéal. Ce qui est plus qu'on sait, c'est de laver d'abord ses mains. Et après, avant d'utiliser le lavage des aliments, il faudra savoir que ce n'est pas l'eau de javel qu'on doit utiliser, premièrement. Bon, par exemple, on peut utiliser le vinaigre blanc, ce qui est le plus recommandé, mais en quantité pas excessive. Ça sera vraiment, si c'est 1 litre 3 à 4 gouttes, c'est largement suffisant. Et on parle de désinfection, on ne parle pas de lavage à grande eau aussi. Et ça va permettre aussi d'éliminer tout ce qui est nocif à cet aliment-là et qui pourrait poser à des infections après consommation pour cet aliment. Voilà, donc le plus important, c'est vraiment de comprendre exactement les procédés de lavage des légumes et des fruits et éviter vraiment de tremper longuement ces types d'aliments-là parce que ça peut conduire à des pertes vitamines. Parce que ce qu'il faut comprendre pour une sécurité sanitaire des aliments, il faudra vraiment respecter toutes les procédures de cuisson, premièrement, mais aussi de désinfection. Mais aussi le fait de réfrigérer, respecter ce qu'on appelle la chaîne de froid. Ça aussi c'est tellement important et c'est vraiment un élément à ne pas oublier et à prendre en compte pour une bonne utilisation et une bonne assimilation des aliments dans notre organisme. C'était le diététicien Djibi Samb qui revenait sur les techniques de désinfection des aliments en cette journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Et nous parlons de la situation du jour de la COVID-19. 2 nouveaux décès liés au Covid et 33 nouvelles contaminations ont été recensées ce lundi. 266 patients sont encore sous traitement
et 5 cas graves toujours pris en charge dans les services de réanimation. Et pour ce qui est de la campagne de vaccination, depuis le début, 464 542 Sénégalais ont été vaccinés. Justement, nous restons avec la COVID-19 et ses dégâts collatéraux. Grève de 72 heures du personnel de l'hôtel Massa Massa de Thiès en cause les ponctions opérées sur leur salaire et les réductions des horaires de travail depuis l'avènement de cette pandémie. Babacar Ndao. Les effets de la Covid-19 les ont poussés à dire stop après une année de négociations. 72 heures de grève, c'est le mot d'ordre décrété par le personnel de l'hôtel Massa Massa de Thiès. Olive Florence Dionou, déléguée du personnel. En fait, ça fait 1 an et demi qu'on a des difficultés avec notre patron. C'est-à-dire depuis le Covid, on ne travaille plus à la norme. Ça fait 1 an et demi. Avec le Covid, l'année passée en mars, et on nous a forcé des congés. Après, l'État avait décrété une état d'urgence de 110%. Après, depuis lors, c'était pour 3 mois. Après les 3 mois, le patron lui-même nous fait travailler par heure, c'est-à-dire des jours de férié. Non, on travaille, si tu travailles le mois 12 jours, tu seras payé 6 jours normal et les restés en heure, comme des journaliers, tandis qu'on a des contrats à durée indéterminée. Le syndicat national des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration regrette le manque d'efforts de la direction et apporte son soutien aux grévistes. Issa Diaby est le secrétaire général du SINDOR. Le PV avait fixé un délai d'1 mois. On est resté 1 mois 10 jours sans qu'il ne réagisse. Après cela, nous sommes retournés à l'inspection du travail pour informer l'inspecteur. Ce dernier nous a reconvoqués là-bas, mais malheureusement le directeur ne veut plus parler de cette conciliation. Il dit qu'il est dans des difficultés, il veut se rattraper. Parce que pendant la Covid, pendant la résilience, il avait perdu de l'argent, il veut récupérer cet argent. Comme si les travailleurs aussi n'ont rien à rattraper. Alors que quand il y avait l'abondance, c'est lui, employeur, qui a en profité. Les salaires n'ont jamais augmenté pendant cette période. Maintenant qu'il y a des difficultés, il veut récupérer ce qu'il a perdu pendant la Covid et les travailleurs pâtissent par rapport à cette situation. Ce que ces derniers aussi n'ont pas accepté. Ils m'ont ressollicité, je les ai dit, écoutez, comme maintenant on a un PV de non-conciliation, ce qui veut dire que l'employeur ne veut pas revenir sur sa décision, on va déposer un préavis de grève. Le mouvement d'humeur se poursuit et c'est jusqu'à quand la direction de Massa Massa peut-être pourrait répondre à la question. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar, le directeur de l'hôtel Massa Massa, reconnaît les difficultés de son personnel dues au Covid, mais s'engage à trouver des solutions. Yannick Van Verderienne a réagi dans nos précédentes éditions. Affaire Sayer Kébé en cassation, au collectif est né pour soutenir l'étudiant accusé d'apologie du terrorisme. L'Assemblée des forces vives de Mbour se regroupe autour d'une plateforme pour interpeller l'État du Sénégal sur la situation de cet étudiant. Nous écoutons le porte-parole du collectif pour le soutien de l'étudiant Sayer Kébé. Il se nomme Maud Mboup, il est avec Moussa Fassal. Considéré de constater que le parquet, dans sa volonté d'inculper Sayer Kébé, a récemment envoyé le dossier en pourvoi en cassation. Comme si toute pression ne suffisait pas sur les épaules d'un jeune de son âge. Des personnes non identifiées à bord d'un véhicule 4x4 l'ont kidnappé, torturé pendant 48 heures et l'ont relâché dans la nuit du 24 mai vers 23 heures. Ce kidnapping a occasionné des troubles psychosomatiques très inquiétants qui l'a conduit à un internement au service psychiatrique de l'hôpital de Fann. Après ce kidnapping et avant son internement, on nous signalait des problèmes de mobilité, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas marcher. Et pas plus tard qu'hier, on nous parlait des problèmes de vision. Même sa communication est aussi très difficile. Il ne parle pas correctement. Nous ne savons pas ce qu'il a subi durant ces 48 heures de détention. C'est pourquoi nous interpellons l'opinion nationale et internationale que l'État du Sénégal sera tenu pour responsable de tout ce qui lui arrivera. Nous exigeons à ce que le procureur s'autosaisisse de l'affaire pour éclairer la lanterne des Sénégalais et de sa famille sur ce kidnapping. Si rien n'est fait, nous passerons par toutes les voies légales et illégales pour mettre fin à ce dossier qui n'a pour unique but de bousiller encore une fois donc Sayer Kébé, sa vie. Cette succession logique des faits troublants témoigne encore une fois de l'acharnement et de l'injustice qu'est en train de subir un innocent qui n'a rien d'un terroriste mais qui est constamment terrorisé. Cette affaire nous renseigne davantage sur l'échec lamentable de l'État du Sénégal à garantir la santé et la sécurité des populations. Nous souhaitons aux frères mbourois un prompt rétablissement et invitons tous les Sénégalais à apporter un soutien moral et pécuniaire à cet orphelin de mère et issu d'une famille modeste. À cet effet, une campagne de collecte de fonds a été lancée en sa faveur. Nous invitons tous les Sénégalais à y participer.
Sud International. Au Mali, le nouveau président de transition a prêté serment ce lundi au Centre international de conférence de Bamako. Dans son discours d'investiture, Assimi Goïta a promis de réduire le train de vie de l'État, de poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix et le respect des engagements internationaux. Mesure forte annoncée par le nouveau président, c'est la diminution de 2/3 des fonds de souveraineté du chef de l'État, Sori Ibrahim Maïga. Avec son bonnet et sa tenue militaire, c'est un vrai soldat que le nouveau président, le colonel Assimi Goïta, a prêté serment ce lundi devant une mosaïque de personnalités présentes dans la grande salle du CICB. Il a prononcé la formule suivante: « Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national », a affirmé le désormais chef de l'État malien. Il n'a pas manqué l'occasion de rentrer en action à cette cérémonie solennelle. Il promet de réduire de 2/3 les fonds de souveraineté de la présidence afin de l'allouer aux couches les plus défavorisées, ainsi qu'à la fourniture d'eau, a déclaré Assimi Goïta. Sur le plan de l'organisation des élections, le président de transition rassure de sa bonne tenue. Au sujet du climat social délétère, le président de transition a exhorté le futur gouvernement d'engager un dialogue franc avec tous les syndicats pour résoudre de façon durable la crise sociale. Un gouvernement qui, on le rappelle, sera dirigé par Tchogel Kokala Maïga, nommé officiellement ce lundi. La poursuite de la mise en œuvre de l'accord pour la paix signé en 2015, la réduction du train de vie de l'État, la lutte contre la corruption et le respect des engagements internationaux pris par le Mali sont également des sentiers dont l'exécution tient à cœur le colonel Goïta. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas restées en marge de cette première déclaration officielle du président. Il promet de mobiliser les ressources nécessaires pour les équiper afin qu'ils puissent faire face aux défis sécuritaires du moment. Sori Ibrahim Maïga, Bamako, Sud FM. Sori Ibrahim, retenez avec nous que le contingent sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali organise demain mardi un webinaire à l'occasion d'un hommage aux casques bleus déployés dans ce pays, selon un communiqué reçu par l'agence presse sénégalaise. Le communiqué précise que les casques bleus sénégalais seront face aux journalistes à 15h pour expliquer dans les détails leur quotidien au front. Et retenez que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA au Mali, El Gassim Wan, et le commandant de la force de la MINUSMA, le général Denis Gulenspor, et l'ambassadeur du Sénégal au Mali, son Excellence Biram Manik Diagne, vont participer également à cet événement selon l'agence de presse sénégalaise, toujours sur l'international. Après donc le Mali, l'Organisation mondiale de la santé a demandé aujourd'hui aux fabricants de vaccins contre le Covid-19 de mettre à disposition donc dispositif international COVAX la moitié de leur production de doses cette année. Le président américain Joe Biden a invité son homologue ukrainien à la Maison Blanche, ce qu'a annoncé ce lundi son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan lors d'un échange téléphonique. Biden a dit à son homologue qu'il soutenait la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et enfin, 7 ans après le crash du vol AH5017 d'Air Algérie au Mali, la compagnie Stuffer, propriétaire de l'avion, est renvoyée en correctionnel pour homicide involontaire, accusé de négligence dans la formation de ses pilotes. Donc, a appris l'AFP, la compagnie espagnole était la propriétaire du McDonnell Douglas MD-83 qu'elle avait loué avec l'équipage à Air Algérie le 24 juillet 2014. L'appareil qui effectuait un vol Ouagadougou-Alger s'était écrasé en plein Sahel dans le nord du Mali avec à son bord 110 passagers dont 54 Français, 23 Burkinabés, des Libanais, des Algériens et 6 membres d'équipage, tous des Espagnols. Il est 18h19 au Stade Lat Dior de Thiès. Vous l'avez compris, nous parlons sport. L'état de la pelouse du Stade Lat Dior de Thiès a été décrié par les joueurs de l'équipe nationale. Le président de la Fédération sénégalaise de football soutient le contraire. Maître Augustin Senghor dit qu'il est optimiste pour l'homologation du Stade Lat Dior pour les éliminatoires du mondial. Il s'est prononcé lors de la signature de contrat entre la Fédération sénégalaise de football et Air Sénégal, la compagnie nationale
Le propos de Maître Augustin Senghor sont recueillis par Odile Minkilan. Nous avons fermé le stade. Les équipes se sont dévouées pendant 1 mois et demi. Il y a eu une amélioration. Les joueurs se sont entraînés toute une semaine là-bas. Et je pense aussi que sur les séquences de jeu où on marque les beaux buts qu'on a marqués, si c'était l'ancienne pelouse d'il y a quelques mois, les ballons ne seraient pas allés au fond. Donc ça, il faut le reconnaître aussi. Je pense que quand les gens, que ce soit nous, que la fédération ou l'État, faisons des efforts, il faut nous encourager. Mais c'est loin d'être parfait. Et je pense aujourd'hui que nous, notre objectif, justement, c'était de pouvoir tester en temps réel l'état des améliorations qu'on a essayé d'impulser. Et d'ici le mois de septembre, on va continuer. Je peux vous dire qu'aujourd'hui même, j'ai échangé avec un expert international en gazon de la société qui a réalisé les pelouses des stades au Cameroun, qui vient de me répondre pour me dire qu'il va venir la semaine prochaine. Si nous n'avons pas l'expertise ici, il faut aller la chercher, nous conseiller et nous dire ce qu'il faut faire pour que d'ici au mois de septembre, on ait une meilleure pelouse. C'était le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui est donc optimiste quant à l'homologation du stade Lat Dior de Thiès pour les éliminatoires du mondial. Le portier sénégalais Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions avec son club Chelsea, candidat également au prochain Ballon d'Or. Il estime qu'il reste concentré sur ses objectifs en équipe nationale et dans son club. Edouard Mendy s'en explique au micro de Odile Minkilan. Non, dire que j'y pense, non, j'y pense pas. Après, dire que je suis pas un candidat, je peux pas dire ça. Je sais que je suis un candidat au Ballon d'Or, mais il reste 6 mois de compétition. Il reste 6 mois où il peut se passer beaucoup de choses. Je suis concentré sur mes objectifs en club et en sélection, et le Ballon d'Or, on aura le temps d'y penser quand ce sera arrivé. C'était Edouard Mendy, le portier sénégalais. Toujours en sport, le Sénégal joue son 2e match amical international contre le Cap-Vert. Ce sera demain à 19h. Après la coupure notée samedi dernier, le directeur du stade Lat Dior rassure, toutes les dispositions sont prises. Iba Mar Ndiaye, le directeur du stade, est avec El Hadj Malick Ndiaye. Toutes les dispositions ont été prises pour le déroulement du match parce qu'on a fait beaucoup d'efforts durant ces 3 mois-là. Que mettre le stade aux normes. Et je pense qu'il y a des débats que les gens là soulèvent par rapport à la qualité de pelouse, par rapport à la lumière. Je pense que c'est des aléas de la compétition et que par rapport à l'objectif, c'était de jouer le match du Sénégal au niveau de Thiès, au niveau du stade Lat Dior. Moi, j'ai toujours défendu le principe de la pelouse. Pour moi, on ne peut pas jouer un match de football dans un terrain qui est, on dit, catastrophique et qu'on parvient à élaborer, qu'on parvient à mettre 4 buts dans un match. Moi, je trouve cela un peu aberrant. Alors, une coupure d'électricité a été notée samedi dernier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris toutes les dispositions pour éviter de pareilles situations? Ici, on a pris toutes les dispositions pour éviter de pareilles situations. Je pense que nous, on est des sportifs. Quand on inclut au niveau du règlement, sur un point du règlement, la coupure d'électricité, je sais que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Sinon, on ne va pas l'inclure au niveau du règlement du football. On dit que quand il y a une coupure d'électricité pour 45 minutes, on peut gagner un match à partir de la coupure d'électricité, on peut perdre un match de football. Donc ça veut dire que partout dans le monde, c'est des aléas qui arrivent. C'est comme un moteur de voiture. Donc ça veut dire que le groupe électrogène peut avoir une défaillance au moment même du match. Et ça a été prévu par le règlement. Parce que c'est ça qui est arrivé. Il y a le groupe qui était un peu déficitaire. Je pense qu'on va essayer de régler ce problème-là. On va régler ce problème-là avant le match de demain. Vous venez de suivre les propos du directeur du stade Lat Dior de Thiès qui rassure suite donc à la coupure d'électricité notée lors de la rencontre entre le Sénégal et la Zambie samedi dernier. Pour éviter de tomber sous le coup de la sanction, la Fédération guinéenne de football sollicite l'expertise de la FIFA pour sortir de la crise. Dans un courrier adressé à la Fédération internationale de football association, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football sollicite de Gianni Infantino l'envoi d'un expert pour aider l'institution à se conformer au texte et réussir la tenue d'un congrès électif que la FEGIFOOT peine toujours à organiser. Vous avez écouté dans nos précédentes éditions Maurice Akwei Kouavogi, avec Amadou Ouri Bari. Avec El Hadj Malick Ndiaye et El Hadj Pape Ibrahima Dieng pour Rétro Sport. Ce lundi, ils reçoivent l'ancien joueur président du syndicat des
footballeur professionnel du Sénégal, Lamine Mboupo. Auparavant, vous avez droit à la page culture de Amadou Moustapha Dian et retrouver l'équipe de Sud Nutrition. Très bonne suite de programme. Sud FM